I think I was on such a high anyway, and so was Catherine, about George, that really we were happy to show him off to whoever wanted to see him. La Grande-Bretagne était encore sous le choc de la terrible tempête qui avait dévasté la monarchie. Les gros titres annonçaient que le roi Charles avait agi avec une rare détermination, ordonnant que les petits-enfants de la reine Camilla soient démis de leurs fonctions et privilèges royaux et la privant de toute influence en coulisses. Ce que le public vit était plus que des discordes familiales, c'était une dynastie cherchant à préserver sa fragile intégrité. Lors du Royal Honor Day, le palais lui-même diffusa des enregistrements capturant les stratégies murmurées de Camilla, des paroles froides et calculées résonnant dans une salle construite pour symboliser la loyauté. Dans ces enregistrements discrets, elle ordonnait à ses petits-enfants de saper le prince George et d'humilier la princesse Charlotte, une révélation qui brisa l'image d'unité soigneusement façonnée sur les balcons et les places de parade. Dès que le roi Charles annonça sa décision devant la maison de Windsor, la monarchie n'était plus la même. Les commentateurs outre-Atlantique ont qualifié cette purge de la plus dure depuis l'abdication d'Édouard, tandis que le New York Times présentait le prince William comme un homme transformé, dont la colère s'était muée en la détermination inébranlable d'un père protégeant ses enfants. Pourtant, malgré la clarté des preuves, les questions ne se sont pas apaisées, elles n'ont fait que s'approfondir. Était-ce un acte de salut pour la monarchie ou le début de fissures qui allait compromettre son avenir ? L'histoire se replongeait en avril lorsque le ciel de Londres se remplissait de bannières et de fanfares militaires pour la parade des couleurs, la célébration annuelle de l'anniversaire du monarque. L'événement aurait dû être un tableau de force, mais derrière cette grandeur se déclencha un conflit intérieur. Guillaume apparut en uniforme impeccable, ses médailles étincelantes, son sourire dissimulant le regard vigilant d'un homme conscient des menaces cachées. À ses côtés se tenait Catherine sereine dans son bleu pâle, la main serrée fermement sur celle de ses enfants. Georges, le jeune héritier, s'efforçait d'incarner la solennité attendue de lui. Charlotte saluait innocemment la foule qui l'adorait et Louis offrait le comique de l'enfance. C'était l'image que la Grande-Bretagne recherchait continuité et joie sur le balcon de Buckingham Palace. Mais dans les jardins du palais, l'ambiance s'assombrit. Freddie Parker Bowles, le petit-fils de Camilla, poussa Charlotte à terre, laissant sa robe salie et ses genoux écorchés. Les rires des instants précédents cédèrent de la place à un silence stupéfait. Le visage de Guillaume se durcit, la fureur de Catherine était palpable, et même les courtisans habitués au scandale savaient qu'une ligne invisible avait été franchie. Camilla, assise avec une tasse de thé en porcelaine, balaya l'incident en déclarant que les enfants de Guillaume étaient gâtés et devaient apprendre la résilience. Son indifférence frappa Guillaume comme une lame, il prit Charlotte dans ses bras, lui murmurant du réconfort tandis que son cœur brûlait à l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie enfantine. C'était une épreuve de force. Dehors, une foule en liesse voyait les soldats défiler, mais à l'intérieur, une bataille silencieuse avait commencé. Quelques heures plus tard, les tabloïds laissaient entrevoir des tensions, leurs gros titres, suggérant des fractures dans la façade royale. William y vit une intrigue plus profonde, soupçonnant Camilla de comploter pour déstabiliser ses enfants et modifier l'équilibre des sympathies au sein de la famille. Dans le silence de ses appartements, ce soir-là, Camilla se contempla dans un miroir antique, se remémorant son vœu de couronnement selon lequel sa lignée ne resterait jamais en marge du pouvoir de Windsor. Dans son esprit, ses petits-enfants méritaient une place importante, peut-être même une proximité avec le trône. Pour y parvenir, elle considérait George non pas comme un enfant, mais comme un obstacle. D'une main experte, elle forgea des ordres portant la signature de Charles, inscrivant George à un entraînement de cadet punitif destiné à révéler sa faiblesse. Les officiers, qui lui devaient des faveurs, obtempérèrent et un secrétaire particulier accepta des pots de vin pour faire passer le programme pour des études de routine approuvées par le roi. George, obéissant et anxieux, endurait des exercices exténuants avant l'aube, son jeune corps s'épuisant sous des fardeaux trop lourds, même pour des cadets plus âgés. À la maison, il masquait son épuisement, refusant de décevoir un grand-père qu'il croyait l'avoir commandé. Catherine, avec son intuition maternelle, commença à remarquer sa fatigue et ses cernes, mais George affirmait que tout était normal. La vérité éclata lorsque Sir Timothy Lawrence, officier chevronné et époux de la princesse Anne, surprit George en difficulté sur un terrain de parade, un enfant s'effondrant sous un sac à dos trop lourd pour lui. Horrifié, il en informa immédiatement William. Choqué et furieux, William reconstitua l'énigme. Charles était au Canada pour des missions officielles, ne laissant à Camilla qu'un mobile et un accès. Sa colère intérieure se transforma en résolution. Il rassemblerait des preuves, et cette fois, elle n'échapperait pas à la dénonciation. Ses assistants découvrirent des emplois du temps falsifiés, des virements bancaires suspects, et même des images d'Elisa Lopes, la petite fille de Camilla sabotant la robe de Charlotte avant un discours à Windsor. Ces preuves constituaient un dossier suffisamment lourd pour faire basculer un royaume. Lorsque Charles revint de sa tournée épuisé mais déterminé, William lui présenta les preuves. Les enregistrements, les faux documents, la trahison de ceux qui lui avaient été confiés au palais, tout cela en dit plus long que le déni.
Charles, déchiré entre devoir et dévouement, accepta que l'intégrité de la monarchie exigeait des mesures. Il organisa ainsi la journée des honneurs royaux, transformant un événement familial symbolique en une scène de révélation de la vérité. S'ensuivit la révélation fracassante qui mit fin à l'influence discrète de Camilla et redéfinit Guillaume et Catherine comme les gardiens de l'avenir de la dynastie. Cet arc d'ouverture a posé les bases d'un conflit plus vaste, une monarchie luttant pour protéger ses enfants et son image à une époque où chaque murmure peut être amplifié dans le monde entier. Il a rappelé à la Grande-Bretagne que même des couronnes forgées au fil de siècles de tradition peuvent se briser sous le poids de l'ambition et de la trahison. Et il a posé la question lancinante, qui persiste encore dans les débats publics, en défendant leurs enfants contre des complots au sein du palais. Guillaume et Catherine ont-ils préservé la monarchie ou ont-ils semé les graines d'une division plus profonde et durable? Les suites du Royal Honor Day laissèrent la monarchie dans un étrange crépuscule. La Grande-Bretagne avait assisté à un spectacle mi-cérémonial, mi-drame judiciaire, le roi Charles présidant non seulement en souverain, mais aussi en juge des actions de sa propre épouse. Les enregistrements diffusés ce jour-là avaient confirmé les soupçons de Guillaume et les craintes de Catherine. L'ambition de Camilla l'avait poussé à fomenter des complots contre les enfants même censés porter la dynastie. La décision d'exclure ses petits-enfants des fonctions royales n'était pas simplement symbolique, c'était une rupture d'influence qui résonna au-delà des murs du palais. Pour Guillaume, le choc de la trahison s'accompagnait du devoir de veiller à ce que de telles manipulations ne menacent plus jamais sa famille. Il sortit de cette épreuve non seulement en héritier, mais aussi en protecteur, un rôle qui trouva un écho auprès du public à une époque où la confiance dans les institutions était fragile. Dans les semaines qui suivirent, le discours passa du scandale à la responsabilité. Charles, bien qu'épuisé par ses propres problèmes de santé et encore en convalescence après les tournées internationales, s'appuyait davantage sur Guillaume. Les conseillers du roi signalèrent discrètement que le prince de Galles assumait une part plus importante de ses engagements, allant des visites communautaires dans le nord de l'Angleterre aux rencontres avec des délégations internationales à Londres. La présence constante de Guillaume rassura la nation sur l'avenir de la couronne malgré les turbulences actuelles. Parallèlement, l'image de Catherine mère, prête à protéger ses enfants, prit une nouvelle dimension. Des photos d'elle guidant Charlotte à des événements caritatifs ou encourageant Georges lors de ses sorties scolaires circulèrent, largement renforçant l'idée que la prochaine génération de membres de la famille royale serait ancrée à la fois dans la tradition et la compassion. Dans ce contexte de responsabilité changeante et de loyauté tendue, la pression exercée sur le jeune Georges devint une allégorie de la monarchie elle-même. Contrainte à des exercices de cadet par de faux ordres, son calvaire révéla la vulnérabilité de l'enfant le plus protégé lorsque la machine de l'ambition se retourna contre lui. La persévérance du garçon, malgré l'épuisement et la peur, suscita la sympathie de toute la Grande-Bretagne. Les commentateurs soulignèrent que son silence sur l'entraînement reflétait le silence de nombreux citoyens accablés par des attentes incontrôlables. Le symbolisme ne fut pas perdu, un jeune héritier portant un sac à dos plus lourd que sa petite taille devint l'image d'une institution pesant au-delà de ses forces. Les tentatives de Camilla pour donner de l'importance à sa famille par le sabotage n'ont fait que souligner la fragilité de l'image royale. Lorsque la robe de Charlotte fut déchirée avant son premier discours, ce ne fut pas seulement le chagrin d'une enfant, mais une attaque contre la continuité d'une dynastie qui dépend fortement de l'opinion publique. Le pouvoir de la famille Windsor, contrairement à l'autorité politique des gouvernements, repose sur les symboles, les cérémonies et la confiance. Chaque apparition au balcon, chaque instant soigneusement mis en scène, est censé suggérer l'unité et la stabilité. En transformant ces moments en champs de bataille, Camilla risquait de défaire le tissu qu'elle s'efforçait autrefois de protéger. Finalement, les outils mêmes du secret qu'elle employa devinrent la preuve de sa chute, tandis que les enregistrements de ses paroles résonnèrent dans le grand hall du palais, révélant l'ambition dans sa forme la plus brute. Au-delà des murs du palais, le scandale a coïncidé avec une reprise des débats sur l'avenir de la monarchie. Les sondages d'opinion suggéraient un déclin du soutien, certains atteignant des niveaux historiquement bas. Des commentateurs de médias comme la BBC et The Guardian se sont demandé si l'institution meurtrie par des conflits internes pouvait encore prétendre représenter l'unité au sein d'une nation diversifiée et moderne. Pourtant, ces mêmes sondages ont révélé un fort soutien à Guillaume et Catherine, signe que l'opinion publique faisait la part des choses entre les erreurs d'une génération et les promesses de la suivante. En temps de crise, les citoyens ne se tournaient pas vers la grandeur de la tradition, mais vers l'humanité des individus. Le dévouement visible de Guillaume envers ses enfants et la résilience discrète de Catherine offraient un contre-discours aux manœuvres de Camilla, rassurant ceux qui craignaient que la monarchie ne s'éloigne trop du peuple qu'elle servait. La pression exercée sur Georges devint plus qu'un problème familial, c'était une préoccupation nationale.
Son épuisement après les exercices matinaux et ses tentatives de dissimuler sa fatigue à la maison résonnèrent dans les médias comme un symbole d'innocence prise au piège des luttes de pouvoir. La révélation que son emploi du temps avait été falsifié par de fausses signatures souligna le danger que pouvait représenter une ambition débridée au sein d'institutions fondées sur la confiance. Pour une monarchie cherchant déjà un équilibre entre pertinence et tradition, de telles révélations risquèrent d'éroder ses derniers remparts contre le scepticisme. Pourtant, dans cet instant de vulnérabilité, Guillaume agit avec détermination, révélant les complots et réaffirmant que le bien-être de ses enfants ne serait pas sacrifié à la politique du palais. Alors que l'automne s'installait à Londres, la monarchie entra dans une période de calme précaire. La présence de Camilla s'estompa dans l'isolement à Clarence House, son influence remplacée par des assistants fidèles à Guillaume. Ces petits-enfants, autrefois photographiés au balcon du palais, étaient désormais relégués à leur vie privée loin des événements publics. Pour la famille Parker Bowles, le prix de l'ambition avait été l'exclusion. Pour les Windsor, le défi consistait à panser les fractures laissées derrière eux. Les apparitions publiques de Charles Guillaume et Catherine projetaient en l'unité, mais au sein du palais, le souvenir de la trahison persistait comme une ombre. Même si George retrouvait le sourire et Charlotte la confiance, la question demeurait de savoir si les blessures se refermeraient vraiment ou si elles avaient seulement été dissimulées sous les cérémonies et le faste. Ce chapitre ne se résume pas à une simple histoire de complot et de révélation, mais rappelle à quel point l'équilibre de la monarchie est devenu fragile. Chaque acte de déloyauté risque d'ébranler une institution déjà soumise à la surveillance moderne. Pour Guillaume et Catherine, le combat ne concernait plus seulement leurs enfants, mais plutôt la nécessité de convaincre la nation que la monarchie pouvait survivre en conservant son intégrité. Les images de George et Charlotte, autrefois victimes de complots, se tenant fièrement aux côtés de leurs parents lors d'événements publics, sont devenues des symboles de résilience. Pourtant, sous les applaudissements et les photographies soigneusement mises en scène, la monarchie portait en elle la conscience que la confiance, une fois brisée, est difficile à restaurer. Les enjeux avaient changé, la survie ne dépendait plus seulement de la tradition, mais des choix d'une famille déterminée à protéger son avenir à tout prix. Les semaines qui suivirent, les révélations attirèrent une attention débordante non seulement sur Camilla, mais sur la monarchie tout entière. Les journaux publiaient des articles quotidiens décortiquant chaque rebondissement, tandis que les radiodiffuseurs rediffusèrent les enregistrements qui avaient ébranlé le palais. Pour de nombreux Britanniques, les détails de la coupe des robes et des exercices militaires imposés à un enfant ressemblaient de moins à une intrigue royale qu'à une sombre parabole sur le pouvoir. La monarchie dépend des apparences d'unité, et pourtant cette révélation prouvait que même les pièces les plus privées de Buckingham pouvaient se dissimuler d'âpres rivalités. Le symbolisme de la robe ruinée de Charlotte toucha une corde sensible, car dans la tradition royale, le vêtement a toujours été plus qu'un simple tissu. Robes uniformes et insignes symbolisent la continuité, la légitimité et l'autorité. Voir un vêtement d'enfant délibérément détruit revenait aux yeux du public à viser l'innocence même. Lorsqu'Elisa Lopes remplaça Charlotte à la tribune, l'image suggéra une tentative de réécriture de la succession elle-même, aussi symbolique fut-elle. Il s'agissait d'une attaque non seulement contre une enfant, mais contre le récit de stabilité soigneusement construit au fil des décennies. Au même moment, les sondages d'opinion révélaient des signes inquiétants. La confiance dans la monarchie atteignait des niveaux historiquement bas, notamment chez les jeunes Britanniques. Les analystes notaient que le scandale survenait à un moment où les débats sur la pertinence de la famille royale dans une démocratie moderne s'intensifiaient. Si beaucoup sympathisaient avec William et Catherine, ils se demandaient si de telles institutions pouvaient perdurer face à des conflits internes qui éclataient au grand jour à plusieurs reprises. Leurs partisans rétorquaient que l'histoire avait fait preuve de résilience, la crise des abdications des années 1930, les décennies troublées de la fin du XXe siècle et maintenant. Dans chaque cas, l'institution avait résisté en s'adaptant. Pourtant, la révélation d'enregistrements lors d'un événement d'État soulevait une nouvelle question. La monarchie pouvait-elle survivre à l'ère numérique où des secrets autrefois murmurés pouvaient être diffusés instantanément à des millions de personnes? Les enregistrements de Clarence House se sont répandus sur les réseaux sociaux en quelques heures, traduits en plusieurs langues et commentés de Sydney à New York. La monarchie avait toujours misé sur le contrôle de son propre récit, mais elle a ici complètement perdu le contrôle. La réaction de Guillaume renforça cependant sa réputation. Sa réaction mesurée lors du banquet, son insistance sur les preuves et sa présentation calme à Charles renforcèrent son image d'homme d'État en devenir. Le rôle de mère stable de Catherine et son soutien visible à ses enfants renforcèrent le sentiment que l'avenir de la monarchie reposait sur eux. Les correspondants étrangers remarquèrent le contraste tandis que l'institution était malmenée, le prince et la princesse de Galles devenaient plus populaires que jamais. Des photos d'eux réconfortant leurs enfants circulaient, faisant contrepoids aux images de l'humiliation de Camilla. La presse décrivait Guillaume et Catherine comme des piliers de stabilité en cette période de turbulence. Les analystes de chaînes comme la BBC et Sky News soulignèrent que leur sang-froid était rassurant à un moment où le roi lui-même semblait affaibli par l'âge et des problèmes de santé.
Le public là des scandales trouvait du réconfort auprès d'un couple qui semblait incarner à la fois tradition et modernité. Pourtant, les dommages causés à la réputation de la monarchie persistèrent. Les commentateurs observèrent que les scandales de sabotage et de trahison au sein du palais n'étaient pas seulement des drames personnels, mais aussi des risques politiques. La survie de la monarchie dépend du consentement du public, et ce consentement s'érode lorsque des querelles privées éclipsent le service. Dans les parlements du Commonwealth, les voix républicaines se firent plus fortes, utilisant le scandale comme preuve que la couronne ne représentait plus l'unité. Les dirigeants caribéens, qui envisageaient déjà des référendums pour remplacer le monarque à la tête de l'État, qualifièrent le spectacle londonien de preuve de l'obsolescence du système. En Australie et au Canada, les débats sur la monarchie constitutionnelle refirent surface. La maison des Windsor pouvait contrôler les cérémonies en Grande-Bretagne, mais pas les interprétations à l'étranger. Chaque murmure au sein du palais risquait de résonner à travers le monde comme un signe d'instabilité. Au Royaume-Uni, le scandale coïncidait avec des tensions sociales plus larges. La hausse du coût de la vie et les débats sur les priorités nationales ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur le rôle d'une famille financée par les contribuables. Les journaux critiques envers la couronne soulignaient que tandis que les citoyens ordinaires se serrèrent la ceinture, le palais était rongé par les querelles. Les partisans de la monarchie affirmaient que la révélation par Guillaume des complots de Camilla prouvait la capacité d'autocorrection de la famille. Ils insistaient sur le fait qu'en privilégiant l'intégrité au détriment de la loyauté envers une reine consort, Guillaume démontrait que la dynastie pouvait préserver son essence morale. Pourtant, la question restait entière, le public pardonnerait-il à une institution si dépendante de son image alors que celle-ci était déchirée de l'intérieur? À l'approche de l'hiver, le château de Windsor accueillait ses rassemblements annuels privés des petits-enfants Parker Bowles. Les espaces vides, où ils se tenaient autrefois sur les photos, rappelaient que la rupture. Les invités murmuraient à propos de cette absence, certains exprimant de la pitié, d'autres du soulagement. La monarchie tentait de présenter une façade d'unité avec des apparitions familiales soigneusement mises en scène mais rares, étaient ceux qui pouvaient oublier l'écho de la voix enregistrée de Camilla. L'image de l'exclusion comptait autant que le scandale lui-même. Pour beaucoup, l'élimination des descendants d'une reine consort était la preuve que l'ambition ne pouvait l'emporter sur la légitimité. Pour d'autres, c'était le signe que l'institution était encore empêtrée dans des luttes de sang et de favoritisme. Le débat sur la perception prenait plus d'ampleur que les faits. Au cœur de ces débats se trouvaient les enfants eux-mêmes. George et Charlotte, autrefois pions d'un complot, devinrent des symboles de résilience. Chaque apparition publique était scrutée leur sourire, perçu comme des signes de rétablissement. Leur innocence portait l'espoir de ceux qui souhaitaient une monarchie plus douce. Pourtant, les critiques mettaient en garde contre le risque de voir les enfants exposés au poids des batailles institutionnelles, risquant de reproduire des cycles de traumatisme. Le défi de la monarchie était de les protéger non seulement des complots internes, mais aussi du regard implacable du public. Guillaume et Catherine évoluèrent sur un équilibre délicat, présentant leurs enfants de manière à rassurer la nation tout en les protégeant pour préserver leur enfance. De cet équilibre résidait la crédibilité de la future couronne. Le scandale n'est donc pas devenu un simple sabotage et une révélation, mais un miroir reflétant la fragilité d'une institution séculaire à l'ère du numérique et de la démocratie. Le pouvoir de la monarchie repose sur la perception et cette perception a été ébranlée. La détermination de Guillaume et la résilience de Catherine ont fourni un bouclier temporaire, mais la question de savoir si ce bouclier résisterait aux tempêtes futures demeurait. Les symboles de continuité pourraient-ils survivre alors que la confiance elle-même était si facilement brisée? Cette question planait dans l'air à la fin de l'année, laissant la Grande-Bretagne se demander si l'épisode même qui a révélé Camilla pourrait un jour révéler des fractures plus profondes au sein même de la dynastie. La journée des honneurs royaux avait été conçue comme une célébration de l'unité, mais elle devint en réalité le théâtre de confrontation et de révélation. Le roi Charles, déchiré entre son affection pour son épouse et son devoir de monarque, avait autorisé cet événement comme un test. La salle ornée de bannières de fleurs et de portraits d'anciens rois était remplie de nobles, de journalistes et d'invités qui croyaient assister à une réunion familiale symbolique. Ce qu'ils virent en réalité, ce fut le dénouement minutieux de complots. Des enregistrements résonnèrent dans la salle révélant non seulement les stratagèmes chuchotés de Camilla, mais aussi les tentatives effrontées de ses petits-enfants pour nuire aux enfants de William. Pour beaucoup, c'était comme si les couloirs privés du palais avaient été mis à nu devant la nation entière. Le spectacle ne laissait planer aucun doute, il s'agissait bien plus que de discorde familiale, c'était une trahison documentée par la voix même du monarque. La réaction dans la salle fut inoubliable. Des halètements et des murmures se répandirent comme une vague à la lecture des enregistrements suivis d'un silence stupéfait. Le sang-froid de Camilla s'effondra visiblement, son visage pâle, ses yeux perçants d'incrédulité, le poids de ses propres paroles la condamnant.
Charles, assis, paraissait plus âgé que son âge, le visage marqué par le chagrin lorsqu'il la déclara exclue de toute influence. Pour le public, c'était une décision décisive, mais les initiés savaient que c'était un acte qui lui coûtait personnellement. Il avait soutenu Camilla pendant des décennies à travers scandales et controverses, et se voyait maintenant contraint de mettre publiquement un terme à ses ambitions. À cet instant, le roi reprit son autorité, mais perdit sa compagnie, un paradoxe qui caractérisa son règne. Pour Guillaume, en revanche, ce fut un moment de revanche. L'épreuve qu'il avait rassemblée, la douleur endurée en voyant ses enfants manipulés, justifiait désormais sa détermination à protéger sa famille à tout prix. À l'extérieur du palais, la nouvelle des révélations se répandit à une vitesse fulgurante. Les chaînes de télévision rediffusèrent les images, tandis que les réseaux sociaux amplifièrent le scandale auprès d'un public mondial. Les analystes de Reuters et de la BBC remarquèrent que rarement la monarchie avait été contrainte à une confrontation aussi ouverte. L'équilibre entre secret et transparence, longtemps maîtrisé avec une chorégraphie minutieuse, fut rompu. Guillaume et Catherine apparurent comme les seules figures à ne pas être ternies leur image de parents sereins, contrastant avec la révélation des intrigues. Les sondages réalisés par la suite montrèrent une hausse de leur popularité alors même que le soutien général à la monarchie continuait de décliner. Le paradoxe s'accentua, l'institution était remise en question, mais ses futurs représentants étaient admirés. Cette dualité, notèrent les observateurs, pourrait définir la monarchie pour les années à venir. La confrontation a également eu des répercussions au-delà de la Grande-Bretagne. Les dirigeants des pays du Commonwealth ont suivi les événements de près. En Australie, où les débats sur le républicanisme avaient déjà pris de l'ampleur, le scandale a été cité comme une nouvelle preuve que la monarchie ne symbolisait plus l'unité. Les États des Caraïbes, discutant de modifications constitutionnelles, partageaient le même sentiment. Les événements de Londres ne se sont pas limités au Royaume-Uni, ils ont eu des répercussions sur la politique internationale. La monarchie, autrefois symbole de continuité, semblait désormais vulnérable aux mêmes forces de surveillance et de scepticisme qui ont mis à mal d'autres institutions dans le monde. Les analystes d'Al Jazeera ont souligné qu'à une époque où les dirigeants sont censés faire preuve de transparence, la survie de la monarchie pourrait dépendre moins des cérémonies que de l'intégrité visible des individus. En Grande-Bretagne même, le palais tenta de reprendre le contrôle du récit. Des apparitions soigneusement mises en scène montraient Charles reprenant ses fonctions publiques, s'adressant aux patients dans les hôpitaux et s'engageant pour des causes environnementales. Ces images visaient à rappeler au public que le roi restait actif malgré ses difficultés personnelles. Pourtant, les photographies ne pouvaient effacer la mémoire. Chaque événement auquel il assistait susurrait des questions sur l'absence de Camilla, sa chaise vide, lors des banquets, sa silhouette disparue sur les photos des balcons. Son isolement devint une histoire en soi couverte par les tabloïds avec la même intensité qu'autrefois pour son influence. Celle qui avait été au cœur de la maison royale s'attardait désormais à Clarence House, telle une ombre, son silence plus révélateur que n'importe quelle déclaration. Pendant ce temps, Guillaume assumait de plus lourdes responsabilités. Il représentait la monarchie lors des commémorations militaires, rencontrait des émissaires étrangers et assumait des engagements autrefois partagés avec son père. Sa présence constante rassurait une nation ébranlée mais révélait aussi la transition progressive du pouvoir. Catherine l'accompagnait, son élégance et son sang-froid adoucissant l'image d'une famille sous tension. Ensemble, ils projetaient une résilience, un contrepoids au récit de la trahison. Pourtant, même leur visage serein ne parvenait pas là à effacer la réalité sous-jacente. La monarchie avait été contrainte à un conflit ouvert. Ce qui avait été murmuré à huis clos était désormais gravé dans la mémoire collective. Pour le palais, le défi ne consistait plus seulement à gérer le scandale, mais à restaurer sa crédibilité. La confrontation du Royal Honor Day avait apporté de la clarté, mais avait aussi laissé des cicatrices. La confiance entre Charles et son épouse était irrémédiablement endommagée. La confiance entre la monarchie et le public était fragile. La confiance au sein même de la dynastie entre les générations était désormais définie par la suspicion autant que par la loyauté. Cette fragilité transparaissait à chaque événement ultérieur où les sourires étaient soigneusement répétés et les mots méticuleusement choisis. La monarchie avait survécu à la tempête immédiate, mais sa stabilité restait incertaine. Le spectacle de la confrontation de la preuve et du jugement était donc à la fois une résolution et un avertissement. Il écartait la menace immédiate posée par les ambitions de Camilla, mais il mettait aussi en garde contre la vulnérabilité de la monarchie face aux ambitions de ses membres. Le palais avait toujours misé sur les cérémonies pour dissimuler la discorde et pourtant cette discorde était désormais visible. Dans les mois qui suivirent, la Grande-Bretagne resta captivée par le drame, mais sous la fascination se cachait un malaise. Si de telles trahisons pouvaient surgir de l'intérieur, quels autres secrets restaient-ils cachés et la monarchie toujours dépendante de la perception pourrait-elle résister à de nouvelles révélations? Les retombées de la journée des honneurs royaux se répercutèrent dans toute la société britannique. Ce qui n'était au départ que des murmures dans les couloirs du palais devint une crise qui marqua la monarchie pour l'année
Immédiatement après, les journaux le déclarèrent comme le scandale le plus dévastateur depuis des décennies. Les éditoriaux décrivirent l'événement à la fois comme une purge et une renaissance, un moment où la trahison était révélée au grand jour, mais où la monarchie risquait de perdre le peu de confiance qui lui restait. Pour Guillaume, les conséquences furent doubles. D'une part, il apparut comme le défenseur de ses enfants et le garant visible de la continuité, mais d'autre part, il hérita d'une plus lourde responsabilité à une époque où la couronne elle-même était fragile. Le public attendait désormais de lui qu'il incarne à la fois le protecteur et le futur roi, un double rôle qui exigeait une vigilance constante. Le poids du roi Charles transparaissait dans son attitude. Il continuait ses apparitions publiques coupant des rubans dans les hôpitaux et prenant la parole lors d'événements caritatifs, mais chaque photographie témoignait du poids des derniers mois. Les rides de son visage s'accentuaient et l'absence de Camilla à ses côtés devenait un rappel permanent de la rupture. Les commentateurs soulignaient que si Charles restait officiellement au pouvoir, Guillaume assumait de plus en plus de fonctions symbolisant le cœur de la monarchie, prendre la parole lors des commémorations nationales, représenter la Grande-Bretagne à l'étranger et incarner publiquement une famille en voie de guérison. Ce changement progressif reflétait les transitions observées au cours des siècles passés lorsque de jeunes héritiers prenèrent le dessus en période d'instabilité. Il ne s'agissait pas d'une abdication, mais d'une passation de pouvoir discrète. Le rôle de Catherine s'est également accru. La princesse de Galles est devenue l'incarnation du calme apparaissant dans les écoles, les hôpitaux et les associations caritatives avec un sourire serein et des mots d'encouragement. Le public la voyait comme le contrepoint de l'ambition de Camilla, une femme définie par le service et la loyauté plutôt que par l'intrigue. Les photos d'elle tenant la main de Charlotte ou embrassant George après des moments difficiles rassuraient une nation en quête de symboles de stabilité. Les analystes ont observé que sa popularité s'envolait, rivalisant même avec les membres les plus célèbres de la famille royale des générations précédentes. En période de scandale, l'image de Catherine devint le meilleur rempart de la monarchie. Au-delà des frontières britanniques, le scandale continua d'influencer les débats sur la place de la monarchie au sein du Commonwealth. Les nations des Caraïbes, qui envisageaient déjà des référendums sur le rôle de la couronne, citèrent ce chaos comme la preuve que la monarchie était en décalage avec les valeurs modernes. Au Canada, où Charles venait d'achever une tournée diplomatique, les gros titres soulignèrent le contraste entre son charme public et les troubles intérieurs. En Australie, les voix républicaines se firent de plus fortes, arguant qu'un système fondé sur le privilège héréditaire était intenable. Le prestige international de la monarchie avait toujours reposé sur le cérémonial et la continuité, mais il était désormais entaché de scandales et de divisions. Chaque gros titre à l'étranger affaiblissait le pouvoir symbolique de la couronne, alors même que Guillaume et Catherine s'efforçaient de reconstruire son image. Pendant ce temps, le prince Harry est brièvement revenu sur le devant de la scène. Des rumeurs ont fait état d'une rencontre entre Harry et Charles décrite par certaines sources comme prudente mais significative. Après des années d'éloignement, ce geste a montré que même au milieu du scandale, la monarchie reconnaissait la nécessité d'une réconciliation. La presse s'est interrogée sur la nécessité d'une manœuvre tactique visant à projeter une unité ou sur une véritable démarche de réconciliation. Pour William, ces retrouvailles ont soulevé des questions sur l'équilibre à trouver entre la protection de ses enfants et le rétablissement des liens avec son frère. Certains analystes ont suggéré que la monarchie ne pouvait se permettre une nouvelle fragmentation, tandis que d'autres ont averti que la réconciliation ne résoudrait pas les problèmes structurels révélés par la chute de Camilla. Quoi qu'il en soit, cet événement a rappelé au public que l'histoire de la famille Windsor était encore en cours de construction, façonnée autant par les tentatives de réconciliation que par les divisions. À l'intérieur du palais, le personnel s'adapta à un nouvel ordre. Les serviteurs, autrefois fidèles à Camilla, furent discrètement réaffectés, remplacés par des assistants approuvés par William et Catherine. Les couloirs de Clarence House, autrefois bouillonnants d'influence, se turent. Camilla resta isolée, sa présence réduite à de rares aperçus capturés par les objectifs des paparazzi. Des reportages la décrivaient comme passant de longues heures seule, coupée des prises de décision et rejetée par ceux qui cherchaient autrefois ses faveurs. Les petits-enfants Parker Bowles disparurent de la vie publique, leur absence étant flagrante lors des cérémonies où ils se tenaient autrefois. Leur exclusion rappela constamment le prix de l'ambition. Pour la monarchie, c'était une discipline nécessaire, mais pour le public, cela soulignait aussi la fragilité de l'unité. Dans les médias, le débat faisait rage. La monarchie était-elle plus forte pour avoir dénoncé la trahison ou plus faible pour avoir révélé sa vulnérabilité ? Ses partisans affirmaient que les actions de Guillaume prouvaient que la famille pouvait s'autocorriger, plaçant le devoir au-dessus des liens personnels. Ses détracteurs rétorquaient que la nécessité même d'une telle révélation démontrait à quel point l'institution était devenue obsolète. La vérité résidait peut-être dans les deux interprétations. La monarchie avait survécu mais non indemne, la confiance avait été ébranlée et la confiance est le fondement sur lequel reposent les couronnes. Les générations futures jugeraient si la défense de leurs enfants par Guillaume et Catherine marquait le début d'un renouveau ou le début d'un nouveau déclin.
Ce qui était certain, c'est que la monarchie entrait dans un nouveau chapitre. Les images de Guillaume confrontant l'épreuve de Catherine protégeant ses enfants et de Charles rendant son jugement ne s'effaceraient pas de sitôt. Elle ferait en partie de l'histoire visuelle d'une dynastie qui a traversé crise après crise. Pourtant, l'histoire montre aussi que chaque crise laisse des traces qui ne guérissent jamais complètement. Le défi n'était plus seulement de restaurer les apparences, mais de reconstruire la confiance. La monarchie pouvait-elle transformer le scandale en résilience ou avait-elle révélé des fractures trop profondes pour être réparées? Cette question planait alors que la nation se tournait vers l'avenir, incertaine de savoir si elle assistait à un renouveau ou à la lente érosion d'une institution séculaire. À l'arrivée de l'hiver en Grande-Bretagne, la monarchie s'était transformée en un nouvel ordre. L'exclusion de la famille de Camilla de la vie publique n'était plus considérée comme une discipline temporaire, mais comme un ajustement permanent. Les agendas officiels diffusés par le palais ne montraient que le roi Guillaume, Catherine et leurs enfants lors des apparitions majeures. Les photos des balcons, autrefois bondés de parents éloignés, montraient désormais une unité plus soudée, projetant une image de stabilité. Pour ses partisans, ce recentrage était rafraîchissant, suggérant une monarchie davantage axée sur le service que sur les querelles intestines. Pour ses détracteurs, en revanche, il renforçait l'idée que la survie dépendait d'images soigneusement sélectionnées plutôt que d'une véritable unité. Le roi Charles, bien que las de ses épreuves personnelles, semblait déterminé à remplir son rôle. Il reprit contact avec les patients atteints de cancer, assista aux cérémonies d'État et s'attaqua aux causes environnementales avec une persévérance discrète. Pourtant, les observateurs remarquèrent un changement subtil. Ce furent Guillaume et Catherine qui attirèrent de plus en plus l'attention, leur présence occupant une place prépondérante dans les unes et les émissions télévisées. Le transfert de responsabilité s'opérait non pas par des déclarations officielles, mais au rythme de la vie publique. Chaque événement dirigé par Guillaume, chaque discours prononcé par Catherine, marquait l'ascension progressive d'une nouvelle génération. La monarchie ne s'effondrait pas, mais elle était indéniablement en pleine mutation, s'adaptant à la tempête qui avait failli la consumer. Pour le public, voir Georges et Charlotte sourire à nouveau avait une immense portée symbolique. Leur calvaire avait été suivi de près, leur résilience interprétée comme la preuve que l'innocence pouvait résister aux intrigues du palais. L'apparition de Georges à un match de rugby scolaire, souriant aux côtés de son père, fut saluée comme un moment de guérison. La lecture confiante de Charlotte lors d'un gala de charité montra que la tentative de sabotage de ses débuts à Windsor n'avait pas brisé son courage. Ses enfants, autrefois pions d'un complot, étaient devenus des emblèmes de survie. Louis, trop jeune pour saisir toute l'ampleur des événements, apportait de la légèreté aux apparitions de la famille, son énergie enjouée rappelant à la nation la continuité dans sa forme la plus humaine. À travers eux, la monarchie projetait non seulement la tradition, mais aussi une promesse de renouveau. Camilla, quant à elle, s'enfonçait davantage dans l'isolement. Confinée en grande partie à Clarence House, elle n'apparaissait que rarement en public, sa présence étant accueillie avec un regard scrutateur plutôt qu'avec admiration. Des photographies la montraient, marchant seule dans des jardins détrempés par la pluie, sa posture autrefois assurée remplacée par une silhouette voûtée à l'influence diminuée. Des rumeurs circulaient sur ses écrits dans des journaux intimes où elle méditait sur son ambition perdue et son avenir refusé. Pour certains, elle était une figure tragique ruinée par ses propres desseins. Pour d'autres, elle restait un avertissement quant à la façon dont une ambition débridée peut corroder des institutions fondées sur une confiance fragile. Quoi qu'il en soit, son absence du centre du pouvoir était totale. La monarchie, longtemps définie par sa présence aux côtés de Charles, était entrée dans un chapitre où elle n'était guère plus qu'une note de bas de page. À l'échelle internationale, le scandale continua de faire des ravages. Les États des Caraïbes accélérèrent les discussions sur des référendums visant à remplacer le monarque britannique à la tête de l'État. En Australie, le mouvement républicain prit de l'ampleur, pointant les complots de Camilla comme la preuve d'un système trop dépendant des personnalités. Pourtant, en Europe et en Amérique, l'admiration pour Guillaume et Catherine grandit. Elle a porté atteinte à la crédibilité de la couronne, mais a élevé ceux qui étaient considérés comme ses sauveurs. La tension entre ces deux résultats est restée sans solution, façonnant l'interprétation que les historiens pourraient un jour donner des événements de 2025. Pour l'instant, la monarchie vivait dans un équilibre fragile. Le public considérait Guillaume et Catherine comme les protecteurs de ses enfants et de la couronne, tandis que Charles portait l'autorité symbolique d'un souverain au crépuscule de son règne. L'avenir semblait plus clair que jamais, la couronne survivrait si la génération suivante continuait d'incarner le service, l'humilité et la résilience. Pourtant, l'ombre de la trahison persistait, rappelant que le pouvoir au palais n'est jamais exempt d'ambition. Les entrées du journal de Camilla, bien que invisibles au public, contenaient, semble-t-il, des mots de défi laissant entendre que son histoire n'était pas terminée. La monarchie avait traversé de nombreuses